Nous voici à la 72e édition du Club de la Presse. Nous revenons sur un sujet décidément récurrent, le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, qui a sorti mardi un nouveau rapport sur le Burundi. Et comme du déjà vu, rien n'a changé. Au contraire, les choses vont de mal en pire, car en plus des assassinats, disparitions forcées, arrestations arbitraires, viols et autres précisions sur les commanditaires dont le président Nkurunziza en tête, le Conseil a ajouté d'autres aspects, notamment les violences liées aux élections de 2020 et, surprise, les contributions forcées qui touchent tous les Burundais de tous âges. Et comme du déjà vu, permettez la répétition, le gouvernement burundais qui rejette toutes les allégations faisant comprendre que Gitega, comme c'est désormais comme cela que s'appelle la capitale politique, et fait d'anges innocents qui ne veulent et ne font que du bien aux Burundais, ainsi que l'a exprimé l'ambassadeur du Burundi en Suisse, Tabou Renova, qui représentait le gouvernement burundais à Genève. Les allégations du Conseil des droits de l'homme sortent-elles de la pure imagination? Pourquoi le gouvernement burundais s'entête-t-il à nier les accusations de violation massive des droits de l'homme? Ces questions et bien d'autres, nous les poserons à nos deux invités, François Bizimana, secrétaire de rédaction de la radio Nzamba Gateka-Kawe. Bonjour. Bonjour et merci pour m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation également, mais comme d'habitude. Hein. Ouais. Excusez-moi. Nous sommes également avec Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif du parti UPD Zigamibanga, mais également le porte-parole de cette formation politique. Bonjour. Bonjour. Et merci également d'être là. Merci aussi. Nous commençons par vous, François. Pour la énième fois, les radios Nzamba, RPA et la télévision Renaissance se sont mises ensemble en synergie pour parler en long et en large du rapport du Conseil des droits de l'homme. Pourquoi, encore une fois? Monsieur Franck, tout ce qui a fait que des milliers de Burundais se retrouvent en exil, tout ce qui a fait que des milliers de Burundais se retrouvent dans des camps de réfugiés et qui se retrouvent dans une situation que nous connaissons bien, et tout ce qui a fait que les Burundais qui sont restés au pays font face à une situation de pauvreté aiguë, cela intéresse nos médias. Alors, un événement qui se passe en Suisse et qui parle sur le Burundi, donc qui se passe à Genève et qui parle sur le Burundi, un événement qui donne l'occasion à la commission de l'ONU sur les droits de l'homme au Burundi pour parler du rapport, c'est un événement important, c'est un événement que nous devons diffuser largement. Ce serait même absurde si nos médias n'aurait pas à se pencher sur cette affaire. Et vous pensez que si vous aviez traité ce sujet séparément, chaque média de son côté, que vous n'auriez pas eu le même impact? La synergie a une signification, c'est-à-dire que tout le monde est canalisé pour une même information. C'est-à-dire on peut traiter un sujet différemment, mais en se mettant ensemble, c'est-à-dire on oriente les sujets et on se renforce les uns des autres pour exactement éclairer nos auditeurs. Donc, ce qui s'est passé à Genève, il y aurait peu d'auditeurs qui auraient accès à ces informations, mais en se mettant ensemble, on a donné l'information à des milliers d'auditeurs, ce qui ne serait pas possible si on travaillait isolément. Emmanuel Ndereimana, parmi les nouveautés dans ce nouveau rapport du Haut Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, il y a notamment ces violations liées aux élections de 2020, mais il y a surtout les contributions forcées pour ces mêmes élections. Est-ce que vous avez été surpris que cela fasse partie de ce que les Nations Unies qualifient la violation des droits de l'homme? Merci beaucoup. Ça ne me surprend pas. Et pour moi, il n'y a même pas de nouveauté. Parce que ce sont des choses qui se répètent d'une façon cyclique. Si je peux prendre comme une limite de début pour vous expliquer ça. Prenons 2010, quand on préparait les élections de 2010. Vous savez comment ces élections ont été entachées de violence.
même le parti au pouvoir, sait très bien, et tout le monde sait, tout Burundais comme la communauté internationale, sait très bien que le parti CNDD-FDD n'a pas gagné ces élections. Vous avez retrouvé vous-même les urnes plein de bulletins, partout cachés en brousse dans les écoles et tout et tout. Alors, celui qui osait dénoncer ça, on tapait sur la tête. C'était soit la mort, l'emprisonnement ou l'exil. Vous étiez complice puisque vous faisiez partie du parti? Non, 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 moi j'étais du parti IPD Zigamibanga. À l'époque, vous étiez déjà... d'accord. Moi, j'ai participé dans les élections de 2005. Vous savez, vous êtes témoin, ces élections se sont passées très bien parce que même le président sortant a accepté son échec, le major Pierre Buyoya. Bon, que je salue pour cet acte du jamais vu au Burundi. À l'époque, ce n'était pas lui, c'était plutôt Ndaïzé. C'était Ndaïzé, mais vous savez tout ce qui s'est passé à l'époque. Les élections se sont passées très bien. Je parle des élections de 2010. Les causes qui ont fait que j'ai quitté le CNDD-FDD, ça c'est un autre débat. Alors là, j'étais à l'IPD Zigamibanga. Alors, les violences qui se sont perpétrées à ce moment-là, vous étiez témoins, vous étiez des journalistes. Alors, en évoluant, 2010, après 2010-2015, un mandat de trop. Le peuple a dit, pas question. Le peuple a pris la route, les manifestations. Alors, la répression qui s'en s'est suivie, vous êtes aussi témoins. Vous, les Burundais, comme la communauté internationale. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'exilés et beaucoup d'emprisonnements. Alors, maintenant, on va vers les élections de 2020. Vous comprenez, il n'y a rien de nouveau, c'est du copier-coller. Les mêmes violences qu'on avait entamées à l'époque, à une autre époque, c'est maintenant ce qu'on prépare pour 2020. Si tu oses dire quoi que ce soit, on va taper sur la tête. La preuve... Et donc, pour vous, les élections au Burundi sont toujours de mauvais augure? Avec le CNDD-FDD, pour le moment, vraiment, ne compte rien de bon sortira de ces choses, de ces élections. Sauf, vous serez là toujours en train de compter les morts. Ça, je vous en garantis. Si alors la communauté, les droits de l'homme, Nations Unies pour les droits de l'homme, a décidé de mettre toutes les cartes au nid devant tout le monde, c'est parce que trop c'est trop. La communauté internationale a déjà fait de son mieux, à pointer du doigt tout ce qui ne va pas au Burundi. Et par conséquent, on les a chassés du pays. Maintenant, ils n'ont plus de bureau au pays. Alors vous comprenez alors qu'il n'y a rien de nouveau. Il dit qu'il n'y a rien de nouveau et pourtant on a vu dans le rapport, il y a quand même une particularité, notamment les contributions forcées pour ces élections 2020 qui sont qualifiées par les Nations Unies de violation des droits de l'homme. Comment expliquer cela? Exactement ça. Je n'ai pas lu le rapport dans les détails. Dans les détails. Je le lis en diagonale, mais ce que j'ai compris et ce qui m'a beaucoup intéressé est que quand même la Commission a pu répertorier des cas de contribution forcée où les Immonés Lacoulé aujourd'hui, donc les jeunes affiliés au parti au pouvoir, qui sont aujourd'hui qualifiés comme une milice par l'ONU. Donc ils ont dépouillé de l'argent de la population, un peuple qui est aux âmes meurtries, qui est gangréné par une pauvreté sans nom. Et voilà, le rapport de la Commission a bien répertorié des cas et a montré que ce n'est pas seulement pour les élections, ce n'est pas de contributions forcées pour les élections, mais aussi des contributions pour ériger des maisons de permanence du parti au pouvoir, pour faire vivre les administrateurs, les chefs de zone, etc. Les enrichir. Et tu vois, ils sont au courant de ce qui se passe au pays. Donc c'est un rapport franchement qui est intéressant et qui a des particularités par rapport aux autres rapports passés. Et en tenant compte de ces ajouts dans le rapport, puisqu'il parle des violations cycliques, comme il l'a dit, qui ne datent pas d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les choses s'empirent ou, selon vous, elles s'amélioreraient ou les choses vont de mal en pis. Imaginez-vous, tout le monde sait la situation de pauvreté à laquelle la population fait face. Et aller prendre de l'argent d'un pauvre qui a cultivé toute la journée
pour lui payer 1500 et ces 1500, on va lui dépouiller 1500 par les monétaires qui viennent pour dépouiller cet argent. Vous voulez dire sans justification. Quand il a la chance d'avoir ce petit boulot. Oui. Imaginez-vous cette situation dans laquelle le Burundi est plongé parce que il y a les bailleurs, les aides extérieures qui venaient aujourd'hui, que les bailleurs, vous savez, ils ont fermé les robinets. Donc aujourd'hui, la population vit dans une misère sans nom. Et heureusement que quand même l'ONU est au courant. Il dit que les choses s'empirent et pourtant il y a tout de même certains pays qui restent du côté du gouvernement burundais en disant que au Burundi il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Là je veux parler notamment de la Chine et du Venezuela qui se sont exprimés le mardi lors de la présentation du nouveau rapport, mais naturellement c'est aux côtés d'autres pays encore beaucoup plus nombreux qui condamnent avec beaucoup plus de véhémence que d'habitude le gouvernement burundais par rapport à ces mêmes violations. Je veux parler particulièrement de la Suisse qui s'est exprimée, qui a pris la tête pratiquement des pays qui se sont exprimés pour condamner à ces violations. Vous y voyez en signe, Emmanuel? Non, pas du tout. Vous dites que le Burundi a des amis qui sont pour ce qui se passe au pays et à un moment donné, ils disent même qu'il y a un semblant de paix et tout et tout et tout. Non, ils ne disent pas qu'il y a un semblant de paix, ils disent qu'il y a la paix. Bon. C'est entre guillemets. Alors, il faut savoir que ces pays qui se sont exprimés dans ce sens sont des pays qui ont opté pour le mode de gouvernement, gouvernance par souveraineté. Ce que Nkurunziza et sa clique chantent toujours, qu'ils sont souverains. Alors, ces gens opèrent, ils fonctionnent en dehors de la démocratie totalement. Alors que le monde aujourd'hui, là où nous sommes, la majorité est pour la démocratie. Alors, ils sont juste dans la logique mathématique que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors, pas vraiment qu'ils sont là pour soutenir Nkurunziza, mais ils savent qu'ils viennent de gagner quand même un pion dans leur camp. Ça veut dire que condamner Nkurunziza reviendrait à contredire leur propre comportement. Ils seraient en train de se condamner eux-mêmes. À voir notamment le comportement de Maduro au Venezuela. Voilà. Heureusement que vous avez même des exemples frais devant vos yeux. Alors, vous comprenez que ces pays, leur population, c'est un peuple travailleur, comme le Burundi aussi a un peuple travailleur. Mais c'est un peuple obligé à marcher en courbant la tête. Mais des peuples comme ça, le jour où ils se lèvent, ils se redressent, ça fait trop mal. Alors, il ne faut pas que ces choses trompent le peuple, que le Burundi a des amis. Non, ce sont des faux amis. La preuve, ces gens, ils disent par la bouche, oui, nous soutenons le Burundi, ceci, cela, mais ils n'aident rien à ce gouvernement. Rien. Pas du tout, rien du tout. Vous dites qu'aujourd'hui, ce sont de faux amis. Demain, après-demain, si les choses changent et que le pouvoir rentre dans de nouvelles mains et que vous faites partie de ces gens qui sont au pouvoir, est-ce que vous direz la même chose que le Venezuela, la Chine ne sont pas des amis du Burundi? Non, qu'ils soient amis du Burundi, dans le domaine de la coopération, on sait à quel niveau on traite avec tel. Vous comprenez? Et c'est pas que le Burundi... Si tu dis que demain ou après-demain, nous sommes au pouvoir, vous croyez que nous allons marcher dans la souveraineté comme ils le disent? Ah non, nous sommes des démocrates. François, à la fin du mois de février, le bureau de l'Office des droits de l'homme des Nations Unies a fermé, le gouvernement a fermé complètement ses portes et ça faisait pratiquement des mois et des mois qu'il n'était pas fonctionnel. Est-ce que vous ne pensez pas que l'opinion risque de penser que ces accusations sortent de l'imaginaire? Bon, avant de répondre à la question, j'aimerais ajouter une chose à ce que mon ami vient de dire. J'ai essayé de suivre le débat en direct donc, à Genève. J'ai essayé de suivre sur... en streaming. Oui, sur streaming. Donc, il y a aujourd'hui les pays qui commencent à fléchir. Surtout les pays africains qui auparavant se montraient... un soutien inconditionnel. Oui. Donc aujourd'hui, ils commencent à fléchir petit à petit. C'est-à-dire que même ces autres pays pourront quand même aussi fléchir parce qu'ils ont constaté que ce qui se passe au Burundi... Ils défendent l'indéfendable. Oui, est indéfendable. Voilà le terme. Alors, à votre question,
sur la fermeture du bureau de l'ONU au Burundi, cela n'a pas été une surprise pour moi. C'est un pays déjà qui s'est retiré des pays membres de la CPI. C'est un pays qui a déjà opté pour l'isolement. C'est un pays, jusqu'à aujourd'hui, où le président ne sort pas du pays. Donc, c'est pas une surprise pour moi. Et heureusement... Mais la question, c'est de savoir, justement, au vu de la fermeture de ce bureau, est-ce qu'on ne risque pas de penser que les Nations Unies n'ont plus l'œil sur le terrain Il y a même l'Union européenne qui a dit que le Burundi est comme aujourd'hui une prison à ciel ouvert. mais avoir le contenu du rapport de la Commission, c'est-à-dire que l'extérieur a un œil au Burundi. C'est-à-dire qu'on continue à répertorier des cas de violation des droits humains. Donc ce n'est pas un pays qui est clôturé, qui a une clôture opaque. C'est-à-dire que même nous, les journalistes, nous parlons de notre cas, le Burundi. Toutes les informations que nous diffusons viennent du Burundi. Nous ne sommes pas au pays, je veux l'assumer, je ne suis pas au pays, mais je sais bien je m'informe de ce qui se passe au pays parce que là-bas, ceux qui sont au pays sont nos frères, sont nos soeurs, sont nos amis, donc on dialogue tous les jours, et surtout ils sont même nos sources d'informations, et ce qui se passe au Burundi est documenté du jour au jour. Et il y a même des rapports qui sortent hebdomadairement. Il y a la carte via SOS Torture. Il y a d'autres organisations internationales qui continuent à répertorier ces cas. La Ligue TK. Donc il y a des rapports qui sont là. Et donc vous rassurez l'opinion quant à vos informations, tout comme les Nations Unies peuvent rassurer l'opinion internationale sur le contenu de ces rapports. On a vu le rapport fait pratiquement des élections. Ils font un focus sur les élections 2020. Vous pensez vraiment que les élections peuvent expliquer le niveau élevé des violations de droits de l'homme, Emmanuel? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Parce qu'il faut voir, ils disent qu'ils vont s'autofinancer. Mais en s'autofinançant, ils piquent l'argent dans la population extrêmement pauvre. Tu es obligé même de vendre ton pantalon pour contribuer tes 500 francs. Quand tu as ce pantalon-là. Quand tu en as, bien sûr. Tu comprends? Voilà. Alors, quand on essaie de chercher quelque chose sur quelqu'un, alors qu'il n'en a pas, vous comprenez le degré de frustration que vous plongez cet individu dans cette situation. Donc, ils vont, bien sûr, ils sont en train de préparer les élections. Mais les moyens... Ça ne fait pas partie de ce sujet-là, mais est-ce que le fait, par exemple, de reconnaître un parti d'un opposant historique comme le CNL de Agathon Rwasa, est-ce que ce n'est pas un bon signe, par exemple? Non, ça c'est juste un trompe-l'œil. Parce qu'on lui a donné quelque chose avec la main droite pour l'arracher avec la main gauche. Parce que le lendemain, après 24 heures, on a fermé toutes les issues menant vers son bureau du parti. Vous comprenez ça? Le même jour, il y a eu arrestation de son parti. Voilà, on a bloqué des issues qui mènent à Bujumbura pour que ses membres ne parviennent pas à arriver. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est vraiment une solution? Pas du tout. Alors, c'est juste un trompe-l'œil. Il veut juste montrer qu'il a une opposition au pays, qui n'est pas en train de travailler seul, mais cette opposition est surveillée à la loupe. Vous n'avez pas le droit de faire des rencontres, vous n'avez pas le droit de vous exprimer comme vous voulez. Et les membres sur toutes les collines sont surveillés, vous apprenez tout le monde, même j'étais en train de suivre le journal, maison sur maison où c'est 12 habitations. Et ceux qui font cela, c'est toujours les mêmes, ce sont les jeunes du parti au pouvoir. Les jeunes du parti au pouvoir sont en train d'exécuter le programme préétabli par le parti au pouvoir. Vous comprenez? Ça c'est pas nouveau. Alors vous comprenez que le degré de violence au Burundi... Et donc vous craignez le pire pour 2020? En tout cas, ça sera pire que
tout ce qu'on avait déjà vécu. François, dans le contexte, il y a également le fait du retrait d'une partie du contingent burundais qui faisait partie de la MISOM en Somalie et d'aucuns pensent qu'il s'agit d'une sanction contre le Burundi et ça serait sans doute lié à ces mêmes violations des droits de l'homme. C'est votre avis? Bon, c'est une sanction pour le pays parce que c'est la MISOM qui nourrit le pouvoir en place. Donc, il y a des millions qui partent et voilà, le pouvoir est aujourd'hui dans une tourmente. Ce qui montre que réellement, le pouvoir a été choqué parce que le pouvoir a engagé un bras de fer et par après, il y a un pot de boue, un pot qui a cogné un bout de fer et voilà, ça s'est écrasé, ça s'est cassé pour le pays. Donc aujourd'hui, ça dit que le pouvoir, le système en place commence à naviguer dans un grand navire sans boussole. Sans boussole. Et si les autres qui restent en Somalie étaient rentrés, c'est-à-dire que tout le contingent était rentré, c'est-à-dire que même, c'est une sanction qui amènerait Nkurunziza à lui aussi à réfléchir, à commencer à réfléchir, à commencer à voir que quand même, il plonge le pays dans un gouffre. Quand vous parlez de la fermeture de tous ces robinets-là, avec justement notamment le retrait d'une partie de ce contingent, est-ce que ça ne justifierait pas justement le fait que le pouvoir en place fasse appel aux contributions de la population, en parlant notamment de civisme, comme ils le font? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe même aujourd'hui. Est-ce que ça ne s'explique pas? Comment ça peut s'expliquer cela? Comment ça peut s'expliquer? On vole la population, une population qui est meurtrie, qui est très affamée, et on continue à retirer le retirer de l'argent à des fins politiques qui même n'intéresse pas cette population ou qui même n'a pas d'intérêt palpable pour cette population. Donc c'est un pouvoir, comment dirais-je, aujourd'hui qui s'est transformé en une machine à traire, en une machine qui vole, qui traite la population. Donc sans aucun sentiment, c'est franchement, c'est énervant même. C'est inhumain, vous voulez dire. Emmanuel, le Burundi, plutôt le gouvernement burundais, qui s'entête à nier les accusations qui sont portées contre lui depuis pratiquement des années, quelles pourraient être les conséquences de cette position? Oui, le Burundi a déjà pris position, a déjà pris une ligne de démarcation, a déjà pris une décision de comment gouverner. Alors, c'est contraire à tout ce que le peuple attendait. Alors, la conséquence, c'est quoi? Ce peuple meurtri aujourd'hui, toute la communauté internationale et vous, la presse, vous êtes des témoins. On est déjà à un niveau où c'est vraiment un ras-le-bol. Il reste seulement qu'une goutte déborde le vase et vous verrez, parce que je sais que le Burundi est un peuple pacifique. Mais dans ce pacifisme, un jour, ils vont se lever. C'est une histoire de... Ils sont en train de construire la conscience petit à petit. Mais un jour, vous verrez le résultat. Ces gens, tous ces Burundais, moi y compris, on va se lever comme un seul homme pour chasser son pouvoir. Et ça sera la seule voie qui reste. Mais les Burundais gardent quand même en mémoire ce qui s'est passé en 2015 avec la répression qui a suivi les manifestations. Est-ce que vous ne pensez pas que le calme qui a suivi, enfin, quand je parle du calme, c'est le fait que la population se soit calmée, ne soit plus allée dans les rues. Est-ce que les choses ne vont pas rester ainsi, de peur justement d'une nouvelle répression? Oui, tout ça, ça peut arriver que le peuple n'aille pas dans la rue, que le gouvernement prépare ce qu'il a préparé comme élection, donc une mise en scène, et puis peut-être ils vont s'autoproclamer 80%, 75% ou je ne sais pas quel résultat. Mais le peuple a déjà pris une conscience. La preuve en est qu'avec la visite de l'ombudsman en Afrique du Sud, à Durban, hier, il devait rencontrer les Burundais. Alors, on l'attendait de pied ferme pour le chasser.
Heureusement, il y a tout de même ce mot, solution, qui est assez positif et qui rejoint quelque part l'espoir qui a été exprimé par François. C'est par ici que prend fin cette 72e édition du Club de la Presse. Un grand merci à nos deux invités, Manuel Ndeleimana, secrétaire exécutif du parti UPD Zigamibanga, non reconnu par le gouvernement. La précision est de taille. Et François Bizimana, secrétaire de rédaction de la radio Nzamba Kakawe. Merci à tous les deux. S'il te plaît, non reconnu par le gouvernement. Ça ne veut rien dire. Nous savons que nous sommes l'IPD reconnu par le peuple. Si le gouvernement illégal du Burundi ne nous reconnaît pas, donc, ça, on s'en fiche. Le plus important pour vous, c'est ce qui est dans votre cœur. Et le peuple, et dans le cœur des peuples. Merci pour cette précision. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.